parti dans les duos, on continue. Donc, je vais vous présenter Christian Rey. Donc, il est ancien professeur des universités et chercheur de haut niveau. Christian Rey est aujourd'hui Head of Artificial Intelligence Research Labs chez Safran Tech. Expert émérite du groupe Safran, il a dirigé de nombreuses thèses et publie largement en mécanique numérique et IA. Il joue un rôle clé dans la structuration de la recherche IA du groupe. Il est accompagné de Christophe Guettier, qui est docteur en informatique de l'École des mines de Paris. Christophe Guettier est expert senior en intelligence artificielle et systèmes autonomes. Il cumule plus de 30 ans d'expérience en R&D dans l'aéronautique, la défense et le spatial, sur des thématiques telles que l'IA embarquée, la planification et l'ordonnancement des architectures multi-agents et des systèmes distribués. Il est aujourd'hui Innovation Programme Manager et expert émérite chez Safran Electronics and Defense, où il pilote les programmes d'innovation sur les systèmes autonomes et collaboratifs en lien étroit avec la recherche académique et les systèmes industriels. Messieurs, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on passe, ah oui, avec... Oui, donc nous, ça va être un duo en deux temps. On va essayer de faire ça en deux fois 10 minutes, 10-15 minutes. Moi, je vais plutôt vous parler du composant produit et puis après, Christophe, des systèmes embarqués. Alors, d'après un niveau très haut niveau, hein, alors là, moi, je ne vais pas vous parler de LLM, enfin, je ne vais pas vous parler de chatbot et des trucs comme ça, mais plutôt de vous dire que, en fait, alors aujourd'hui, je pense que plus personne ne se pose cette question-là, mais il y a 5 ans, se dire que l'IA allait impacter le monde de l'ingénierie, ce n'était pas encore quelque chose d'évident, même si on parlait de l'IA, évidemment, mais de l'ingénierie, non. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule industrie qui a conscience que ça va tout bouleverser, et c'est ce qui se passe. Et donc ça va bouleverser, c'était une conviction profonde pour nous que ça allait bouleverser en fait le monde de la conception, donc à la fois les métiers et les processus. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est il y a plus de 6 ans, on a monté un projet de recherche R&D pour se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire sur l'IA pour la modélisation et la simulation, et pour essayer d'expliquer les choses de manière simple. Ce qu'on avait pris comme parti, c'était de dire tous les gens connaissent les GAFAM et ce qui se faisait à l'époque, et donc de faire un peu un lien entre des choses qu'on pouvait voir sur des recommandations de Netflix ou Amazon ou sur AlphaGo à l'époque en 2018, et de faire un pendant d'un défi métier pour Safran. Donc, par exemple, le Google des matériaux, le remplissage automatique de préformes textiles, la CFD temps réel. La CFD, c'est la mécanique des fluides, donc la simulation numérique des fluides, du temps réel. Quand on disait ça, on nous regardait en disant « t'es pas sérieux ». Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Et en disant, en prenant, voilà, revenons un petit peu pour essayer de vous expliquer le pourquoi, de dire qu'est-ce que c'est qu'un système de conception aujourd'hui. Donc au départ, un produit, on a des spécifications. Et puis derrière, il y a tout un processus d'un système de simulation plus ou moins complexe qui va embarquer plein de physique. On va devoir prendre en compte plein de physiques différentes, la mécanique des fluides, la mécanique des solides, l'acoustique, l'électromagnétisme, enfin selon les phénomènes qu'on a besoin de prendre en compte. On itère tout ça et à la fin, on obtient un produit qu'on va devoir fabriquer. Et aujourd'hui encore, c'est un processus qui est très itératif et très manuel et qui est très long. Alors d'autant plus pour l'aéronautique où... comment dirais-je, on ne peut pas se permettre qu'il tombe en panne. En fait, on ne va pas le garer à côté du nuage et attendre que les secours viennent. D'accord ? Voilà, donc derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise énormément la simulation numérique pour essayer de dessiner ses premiers concepts, d'optimiser le concept, évaluer la robustesse du concept en amont, tout ça sans les fabriquer au départ, dérisquer les essais pour aller jusqu'à la certification, et puis évidemment les essais, parce que ça c'est la vraie vie. Puis pour calibrer les modèles, construire des colorations, dérisquer le concept et à la fin, au final, aller à la certification. Donc pour faire tout ça, il y a plusieurs mots-clés que je vais essayer d'expliquer simplement. Il y a la modélisation physique et de vous expliquer quelles étaient les limitations et qu'est-ce qu'on voulait regarder, qu'est-ce qu'on avait cherché à regarder de faire. Aujourd'hui, pour représenter un phénomène physique, finalement, ça n'est rien d'autre que une fonction f qui va prendre en entrée une géométrie, des lois, des modèles matériaux, des conditions limites, etc.
et qui en sortie va nous donner toutes les grandeurs d'intérêt pour le métier, pour la mécaflux, la mécanique solide. Le F, c'est donc une modélisation mathématique, c'est des équations qu'on va résoudre par de la simulation numérique. C'est que des EDP, ou ça peut être aussi un essai. D'accord ? La particularité de ça, que ce soit la chaîne de calcul ou l'essai, c'est que ça coûte très cher. Donc, on va devoir le faire, on ne pourra pas le faire de manière intensive. Donc là, pareil, le lien avec l'IA, c'est que l'IA, on parle de la donnée, il en faut beaucoup. Bon, ben là, beaucoup, j'en aurai pas beaucoup. D'accord ? Ça me coûte trop cher. Donc, de ça, ben, dès lors qu'on va avoir besoin de l'utiliser de manière intensive, eh ben, c'est pas possible. On ne va pas pouvoir y aller. Par contre, on va pouvoir générer éventuellement des bases de données de simulation numérique physique. Parce que dans ces simulations numériques physiques, comme il y a une modélisation mathématique riche, il y a une connaissance absolument riche. Et je ne sais pas si vous en avez conscience, mais quand on fait de la simulation numérique physique, en fait, je pense qu'on exploite aujourd'hui encore, entre 0,1 et quelques pourcents de ce que l'on calcule. Tout le reste, c'est poubelle. Et pourtant, il y a toute notre connaissance derrière, d'accord, de la physique sous-jacente. Et quand on regarde la vraie vie dans les sociétés, dans les business units, et ben en fait, des simulations, ils en font beaucoup. Bon, alors, pas des millions, hein, mais ils en font beaucoup, ils en font plusieurs milliers. Et donc peut-être la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que ces plusieurs milliers, on ne pourrait pas les utiliser pour regarder et apprendre de ça avec de l'IA, justement. Alors pourquoi derrière? C'est une autre notion qui existe depuis longtemps aussi, hein, c'est ce qu'on appelle le surrogate modeling, c'est les modèles de substitution. Et ben c'est la question, c'est évident, hein, la fonction grand F là, qui coûte cher, est-ce que je ne peux pas la remplacer par une fonction petit f? Il me reste combien de temps là? Non, 15, il faut que je... Ouais. Une petite f qui ne coûte pas cher, donc il faut que j'aille plus vite. Et voilà. Et je vous passe les détails parce qu'en fait, finalement, ces technos-là, elles existent depuis longtemps. Le fait que les technos d'IA, de deep learning et de tout ça, elles rentrent dans le même processus. La seule différence d'un point de vue mathématique, c'est qu'on va changer le choix de la norme, qu'on va changer les contraintes, etc. Mais fondamentalement, ça résulte d'un même processus. On va trouver la meilleure fonction et la condition, c'est qu'elle ne coûte pas cher. Et si elle ne me coûte pas cher, et ben après, derrière, je peux faire tout ce que je veux. Je peux l'utiliser de manière intensive pour venir remplacer ma simulation numérique physique qui me coûte cher, pour remplacer mon essai qui me coûte cher. Voilà. Et un autre truc parce que je vais vous parler de générative. Il ne veut pas tourner? Si. Voilà, on vous parle de générative IA, donc on parle de LLM. Et ben moi, je vais parler de générative design, où l'idée, ça va être un peu le même principe, et ça va utiliser le même type de principe, de processus, hein, c'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas retourner le problème? C'est-à-dire, moi, je dis ce que je veux, et puis l'algorithme va me proposer des géométries, des concepts d'OB, par exemple, pour un turbinier, qui va respecter mes consignes. Par exemple, moi, ce que je veux, c'est, je veux un Mac-aval de temps, et je veux une performance de temps. Dessine-moi des OB qui remplissent cette condition-là. Voilà. Un peu, l'analogie, c'est, je demande à ChatGPT qui me mette un 2 sur mon panneau stop. Okay, c'est la même idée. Et d'ailleurs, c'est le même type de modèle qu'on utilise, c'est des modèles de diffusion, pour ceux qui connaissent. Et tout ça, on arrive à le faire, et ça marche. Et ça marche, et on le fait dans toutes les physiques. Et on passe d'un truc qui pouvait nous prendre des heures ou des mois, et on a de la réponse quasi instantanée. Alors, quelques petites vidéos, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est des simulations qui peuvent paraître... Ça marche au pointeur ou pas? Non, ça fait dans l'autre sens, là. Bon, enfin bref, là-haut, par exemple, c'est de la fissuration. Et c'est redoutablement efficace. Voilà, donc on le fait partout, il y a plein de questions qui sont derrière. Ce que je ne vous parle pas ici, ça je le fais au niveau du composant, mais après derrière, il faut qu'on passe à l'échelle, il faut qu'on remonte dans l'échelle du produit, à l'échelle du système, donc d'un ensemble de composants, d'un assemblage de composants jusqu'au produit. Et donc là encore, il y a plein d'enjeux, où on peut du coup complètement, c'est là où l'IA peut venir changer complètement la donne, c'est-à-dire nous réduire de manière drastique le cycle de conception. Et là où on était capable d'explorer un ou deux concepts, on va peut-être pouvoir en explorer 10, 15, 20 dans le même temps. Et du coup, pour Safran, en l'occurrence, on est un petit peu aujourd'hui avec les enjeux de l'aéronautique. Je ne vous parle pas de décarbonation et tout ça, enfin si, je vous en parle. Il faut qu'on aille chercher ailleurs, en dehors de notre zone de confort. Donc il faut qu'on aille chercher des concepts en rupture. Et ce type de technologie va nous permettre de faire ça, nous permet de faire ça. Voilà. Et je vais passer la parole. Alors derrière, c'est une augmentation de la capacité d'exploration de concepts. Il y a des vraies questions derrière sous-jacentes qui sont comment je génère la donnée, parce que c'est évident, hein, sheet in, sheet out, hein, d'accord. Donc la donnée de qualité, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Et l'autre chose, prédire, je dis toujours, calculer c'est facile, prédire c'est facile, faire des très belles vidéos c'est super facile. Prédire avec
en étant capable de donner un indicateur de confiance, ce que j'appelle l'incertitude de prédiction, ben c'est ça qu'il faut. Me tromper, c'est pas très grave si je sais de combien je me trompe. Bref, d'être capable de dire, ben, j'ai confiance à 95%. Ça, c'est une vraie information. Me dire c'est bleu, c'est pas une information, enfin, pas suffisante. Voilà. Et le LLM et les agentiques, Christophe. Merci Christian. Donc je vais essayer de vous parler des LLM et de l'agentique dans le cadre des systèmes numériques embarqués, et essentiellement dans l'aéronautique et le spatial. Bien sûr, il va y avoir un impact de ces technologies, mais comme l'a bien expliqué Daniel ce matin, il faut prendre quelques précautions avant de pouvoir manipuler ces outils. On a quand même maintenant, on commence à avoir de l'expérience dans l'intégration de l'IA sur des systèmes embarqués, et on commence à avoir un rétex qui nous permet d'envisager la suite, c'est-à-dire ce qui va se passer quand on va faire de l'agentique dans des systèmes embarqués. Alors il faut savoir que la notion d'agentique, hein, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Cela vient en fait de la discipline des systèmes multi-agents en intelligence artificielle qui est présente depuis 30 ans et pour lesquels déjà tous les concepts ont été développés. Hein, ce qu'on appelle les concepts de sensing, planning et execution control. Et dans notre ingénierie, on va pouvoir penser l'intégration du LLM à différents niveaux. Bien sûr, que ce soit de la génération de code jusqu'à l'automatisation de la conception, à la productivité, tout ce qui va être la génération d'informations associées à nos produits, à nos processus et à nos services. Et enfin, le support ou l'assistance à l'ingénieur ou à l'employé pour déployer les outils. La grande difficulté, c'est de construire une vraie base de données à partir de ces technologies de LLM et de faire le pont entre des modèles entraînés, des modèles appris et de la véritable logique qui représente des connaissances et sur lesquelles on peut raisonner. Ce pont-là, aujourd'hui, il n'existe pas et c'est toujours un point ouvert de l'état de l'art scientifique du domaine. Donc, en résultat, qu'est-ce qui se passe en fait, en fait, on ne peut pas croire à 100% ce que produit un chatbot ou un LLM, etc. Et on va se retrouver face à ce qui est assez connu, des hallucinations, mais ce qui est moins bien caractérisé par le grand public ou même certaines populations d'ingénieurs, ce sont des approximations que vont donner les LLM, hein, donc, qui résultent d'interpolations multiples dans le réseau de neurones. Mais également, les réponses seront incomplètes. Hein, il ne faut pas espérer avoir une réponse complète en sortie, donc il faut gérer cognitivement, l'utilisateur doit gérer la non-complétude de l'information. Bien sûr, des réponses qui ne sont pas sûres ou parfois qui sont fragiles. C'est-à-dire que les réponses sont cassantes dans le sens où elles tiennent, mais quelques arguments permettent de la démonter. Bon, il y a certainement des impacts sur le juridique, sur la certification évidemment, et toutes les problématiques temps réel de sûreté de fonctionnement et de cybersécurité pour l'embarquer. Et c'est de ça dont on va essayer un peu de parler. Alors qu'est-ce que c'est concevoir un système embarqué? En général, vous avez des chaînes fonctionnelles qui résultent de l'acquisition de capteurs, et puis il faut que vous distribuez les traitements qui sont en vert en haut sur des bus de communication et des processeurs embarqués. Et vous avez tout un ensemble de contraintes à vérifier. Alors ça, ce sont des contraintes d'utilisation mémoire ou de distribution des calculs sur la cible. Et ça se modélise très bien avec de l'algèbre linéaire. Et donc ça, c'est des problèmes qui se résolvent assez facilement aujourd'hui, hein, parce qu'il y a 20 ans, c'était quand même difficile. C'est pas des problèmes avec des centaines de milliards de paramètres et des réseaux de neurones. Ce sont des espaces de variables de domaine avec des contraintes qui permettent, qui permettent de trouver des solutions et d'optimiser ces solutions de manière itérative. Hein, donc ça, c'est une première application. Et sur ce type d'application-là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir spécifier le problème avec un modèle de langage, résoudre le problème de manière formelle, de manière à avoir des garanties, des preuves, etc. sur la solution, et ensuite, lorsqu'on a la définition de la solution, générer la conception, générer les spécifications des interfaces, générer les documents de test, etc., etc.
Donc ça, c'est une approche d'hybridation, en fait, entre des techniques classiques d'IA et des techniques à base de modèles de langage. Deuxième application, c'est cette fois-ci, maintenant qu'on a vu à peu près c'est une architecture embarquée, en fait, on va essayer d'embarquer le modèle lui-même dans un système robotisé. Ça, c'est notre système robotisé, et ça, ce sont vraiment des architectures agents, et on n'a pas attendu les LLM pour développer ce genre d'architecture. Elles sont caractérisées par un étage de perception, un étage de planification où le comportement est calculé à l'avance sur un horizon de prédiction, et enfin, un étage d'exécution, de contrôle d'exécution qui permet de s'assurer que l'exécution sur la plateforme de tous les traitements etc. se déroule parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est bien pris en compte aujourd'hui par l'IA Act. Vous avez le statement ici de ce que c'est qu'un système à base d'IA ou un système autonome. C'est assez proche de la définition de ce que l'on retrouve dans le monde de la communauté scientifique. Et en fait, il n'y a pas vraiment de débat sur ce que c'est qu'un système autonome. Ça, c'est notre premier système robotique terrestre autonome qui a été évalué en situation opérationnelle. Donc, c'est un haut niveau de TRL. Donc, bon, ça, c'est ce que j'expliquais. L'idée, c'est, afin de pouvoir remédier aux problématiques des hallucinations, des approximations ou de la non-complétude des IA, en fait, l'idée, c'est d'intercaler la résolution d'un problème formel entre la génération de spécifications d'entrée et la génération de rapports de spécifications. Pardon, je suis à l'envers. Excusez-moi. Voilà, bon, j'en ai fini. Donc, globalement, aujourd'hui, il est possible d'envisager la conception de systèmes embarqués à la fois au niveau de l'ingénierie, l'exploitation des LLM à l'aide de techniques d'hybridation en fait, neurosymbolique pour pouvoir concevoir des agents d'aide à la conception et malgré les problèmes que posent les LLM, générer des preuves, générer des garanties d'une part, et d'autre part, il est possible de fournir des systèmes à base d'agents qui sont embarqués et qui vont embarquer des techniques d'apprentissage, voire dans le futur ce qu'on appelle des short ou des small language models, des SLM, qui vont intégrer en fait juste le modèle nécessaire pour pouvoir fournir les informations qu'un système agent, qui est à base de planification, de contrôle d'exécution, va avoir besoin pour pouvoir opérer sur le terrain un drone, un robot ou éventuellement pour fournir une assistance pour un opérateur. Voilà. Donc en fait, on va se retrouver avec ces formes d'hybridation à une pluralité de systèmes d'IA qui vont être soit mis à disposition d'ingénieurs, soit intégrés dans des vrais systèmes. Et la difficulté pour les grands groupes et pour même les PME, ça va être de maîtriser cet écosystème et l'explosion de cet écosystème. Donc en fait, ce que ça va vraiment permettre, c'est que l'expert va pouvoir se focaliser sur son problème, sur le cœur du problème, comme j'ai essayé de le montrer, et tout le reste, la génération des documents, la vérification de certaines parties du modèle, la génération de tests, éventuellement la génération de conditions limites, va pouvoir être généré par le LLM ou des modèles de langage. Voilà. Bon, il y a encore tout un ensemble de problèmes à résoudre, notamment l'interprétabilité des solutions, l'explicabilité, les faiblesses par rapport aux analyses de robustesse qu'on a encore, puis il y a aussi des problèmes de souveraineté liés aux composants de calcul. Voilà. Je pense que... Merci, messieurs. Bravo. Merci de votre attention. Passionnant. Vous avez une question ? Moi, j'ai une question. En fait, je ne peux pas m'empêcher de reposer ma question que j'ai posée précédemment. Vous avez montré un petit engin militaire. Vous avez expliqué, merci pour votre présentation, on comprend vraiment bien le déploiement des IA qui ne sont pas forcément censés expliquer, réfléchir, mais que vous pouvez mettre des small LLM éventuellement pour interagir avec l'humain. Ma question, c'est, vous avez en face un adversaire, là, pour le coup, il s'agit d'un engin militaire. Est-ce que cet adversaire, admettons que lui ne respecte pas une consigne de l'IA Act qui est que c'est l'humain en dernier ressort qui décide, qu'est-ce qui se passe concrètement ?
c'est une question assez simple qui peut heurter un peu quand on la pose, mais qui mérite quand même qu'on y réfléchisse et qu'on en parle. Alors, un adversaire éventuel qui ne respecte pas les lois de la guerre, effectivement, ça existe, et qui ne se pose pas de questions éthiques sur la conception des systèmes. Effectivement, ça existe. Et de plus, on peut dire que la conception des systèmes actuels de ce type d'adversaire, on ne va pas les nommer, répondent totalement à des critères d'autonomie. C'est-à-dire ils embarquent déjà de l'intelligence artificielle, ils n'ont aucune garantie sur le comportement de cette IA, et à 80%, l'engin frappe au bon endroit. Donc, comment faire pour pallier contre ça? Et évidemment, ça pose plein de questions. On y réfléchit, c'est vraiment des questions de type doctrinal. Donc, c'est effectivement avoir des défenses robustes. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, sur les défenses, parce qu'en fait, en Occident et en Europe, on se pose des questions éthiques et on veut protéger les citoyens, c'est de donner les garanties que les systèmes adverses vont être interceptés. L'avantage que l'on a, c'est que contre un attaquant, l'attaquant est vulnérable parce qu'il est mobile et parce qu'il est attaquant, par définition. Donc protéger, c'est comme plus facile que d'attaquer. Donc ça rééquilibre un petit peu le problème. Mais par contre, la question est judicieuse. Donc à un moment donné, il faut porter des ripostes et il faut porter des contre-attaques. Et là, il faut être sûr que, bien, effectivement, les effets les effets que l'état-major veut appliquer seront bien implémentés. C'est une question vraiment doctrinale et donc ça pose des problèmes d'IA de confiance, très clairement. Ces problèmes se sont posés à l'OTAN, par exemple, il y a quelques années. Et les Américains ont arbitré en fait la problématique parce qu'on n'a pas le temps de faire toute la recherche qu'a exposé Daniel tout à l'heure pour pouvoir se poser des questions sur la fabrication des armements. C'est de effectivement responsabiliser la chaîne de commandement. Donc c'est ce qu'on appelle le responsible usage qui vient à côté de l'IA de confiance et qui permet de dire au commandement, là tu as une arme qui a un taux de probabilité d'effet de tant de pourcents. Et avec cette arme-là, c'est ta responsabilité de l'engager. Voilà. Et on peut pas. Je pense qu'en tant qu'industriel, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, voilà. Merci. D'autres questions? Des questions là? C'est une question pour M. Ray. Là. On pourrait penser qu'il y a une contradiction entre vouloir aller chercher une rupture sur la base d'une fonction de substitution, la surrogate, qui a été entraînée, enfin qui a été construite avec des données qui justement ne contiennent pas la rupture, parce que c'est celle qu'on va aller chercher. Donc ça semble être une contradiction, quoi, dans l'intention que vous avez. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Oui, d'abord c'est une excellente question. Alors c'est parce qu'effectivement, on apprend, enfin, ces technologies d'IA n'apprennent pas ce qui n'existe pas dans leur base de données, donc genre dans leur base de connaissances, on va dire. Voilà, et sinon on sort du domaine de validité. Voilà. Donc j'ai deux éléments de réponse à ça. La première, c'est que en fait, dans la base de connaissances, on ignore certaines ruptures. Et ce qu'elle va nous permettre, ce genre de technologie que je vous montrais, notamment la partie, le problème inverse, le design inverse, si elle existe, elle va à la différence de l'humain, avec une approche purement paramétrique, peut la rater. Ces technologies-là vont me permettre de ne pas la rater. Donc si elle existe, il va me la proposer. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et elle peut exister. Et puis après, derrière, il peut être tenté de taper en dehors. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je parle d'indicateur de confiance et d'incertitude de prédiction. Ce qu'il faut, c'est que je puisse dire, là, je suis tapé en dehors, voilà ce que j'aurai, mais je n'ai pas trop confiance. Et à ce moment-là, c'est à moi d'aller enrichir ma base de données dans cette zone-là pour vérifier ou pas. Voilà. Mais oui, on ne découvre pas ce qu'on n'a pas dans la base de connaissances. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup.